Je vous propose maintenant d'aborder un point de vue plus international, donc de dézoomer. Finalement, est-ce que la France a été le seul pays à proposer un modèle d'entreprise qui permet de questionner en continu son modèle de croissance, en transparence et avec des représentants de ces différents publics? La dynamique française, Kevin, est-elle singulière ou suit-elle en parallèle un mouvement international? C'est évidemment une question importante aujourd'hui. Je voudrais effectivement, parce qu'on parle déjà d'une dynamique, etc., peut-être effectivement ça a déjà été dit plusieurs fois, mais rappeler que c'est effectivement une nouveauté, une forme de rupture dans le droit. Et Alain, tu l'as dit, aujourd'hui la société à mission s'invente au moins autant par les pratiques que par ce qui a été défini dans le droit. Donc, pour pouvoir parler de la dynamique, peut-être qu'une des manières, c'est effectivement de comparer à d'autres ruptures dans le droit d'autres pays. Parce que la forme française, même si elle est originale, elle n'est pas aujourd'hui la seule forme à mission à l'international. Il y a par exemple la Benefit Corporation ou la Social Purpose Corporation aux États-Unis depuis 2010, aujourd'hui adoptée dans plus de 35 États. Il y a la Società Benefit en Italie depuis 2017. Donc, ça montre qu'il y a effectivement un mouvement international qui pousse justement à aider ou à inciter les entreprises à définir leurs finalités dans les statuts, mais avec de fortes spécificités locales, j'y reviendrai. Alors, peut-être pour donner quelques chiffres qui n'ont pas forcément valeur de plus qu'une forme de comparaison, d'autant que c'est très difficile de suivre ce nombre d'entreprises qui ont adopté ces statuts dans les autres pays. En Californie, par exemple, qui a un nombre d'entreprises similaires à la France, au bout de presque 10 ans, on a atteint 265 Benefit Corporations qui ont été comptées par B-Lab et moins d'une centaine de Social Purpose Corporations. Donc, on voit que là, la dynamique française qui a déjà dépassé 400 sociétés à mission en 2 ans et demi est effectivement très forte. De la même manière, au Delaware, aux États-Unis, environ 200 sociétés comptées au bout de 7 ans. En Italie, par contre, plus proche de nous, le mouvement est plus dynamique, puisque l'Asso Benefit a compté de l'ordre de 900 Società Benefit au bout de 6 ans. Donc voilà, on voit que la dynamique française est effectivement bien installée. Alors peut-être que l'une des explications, ça tient notamment au fait que la société à mission n'est pas une innovation seule, elle vient dans un cadre, notamment avec la modification de l'article 1833 et l'invention de la raison d'être, qui s'est appuyé sur une réflexion de fond de ce que c'est l'entreprise, qui a généré un débat majeur de société sur le rôle de l'entreprise, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est ce débat qui soutient justement la croissance de cette communauté des entreprises françaises. Bon, et peut-être qu'une autre explication, c'est aussi justement que le fonctionnement de la gouvernance n'est pas exactement le même d'un pays à l'autre. Est-ce que justement tu peux nous éclairer sur les différences de la forme française au regard des autres formes qui existent à l'international? Oui, alors effectivement, la forme française, elle est pionnière, au moins au sens où elle propose un cadre de gouvernance qui est très exigeant sur l'engagement. Parce que le pari en France, c'est de pousser les entreprises à définir des missions qui sont les plus spécifiques possibles aux enjeux de leurs activités propres, et du coup à concevoir un contrôle de la mission qui lui-même soit très spécifique aux activités des entreprises. Si je compare aux Benefit Corporations, par exemple, en Californie, elles imposent une définition de la mission pour toutes les sociétés, qui est de poursuivre un General Public Benefit, qui va être défini comme un impact positif, tangible sur la société et l'environnement pris dans leur ensemble et mesurable sur un standard d'évaluation. On voit que la forme française, au contraire, elle va autoriser une grande liberté dans la définition de la mission, mais elle va imposer un double contrôle qui est spécifique à la forme française, le comité de mission et l'organisme tiers indépendant. Alors c'est un contrôle qui est tout à fait inédit et en fait, compte tenu justement de ces enjeux spécifiques à chaque entreprise et qui changent compte tenu de l'innovation, de la transformation des activités, etc., le pari en France, c'est de ne pas s'appuyer sur un standard identique pour toutes les entreprises. Donc ça veut dire que le comité de mission, c'est avant tout une instance collégiale et experte qui va rassembler les connaissances les plus adaptées pour juger justement de la capacité de l'entreprise à répondre à sa mission. Donc, on lutte en quelque sorte par ce comité de mission contre une forme de gouvernance par les nombres qui standardiserait uniquement toutes les évaluations des entreprises. Et ce comité de mission ne va pas viser qu'à valider les indicateurs. Du coup, il va contribuer à réfléchir à quelle est la meilleure stratégie que l'entreprise peut mettre en place pour répondre à sa mission. Donc ça, c'est très nouveau. Évidemment, le pendant, c'est qu'il y a une grande liberté dans la composition du comité de mission. Et donc, l'organisme tiers indépendant, il est là pour vérifier que, notamment, le comité de mission n'est pas choisi n'importe comment, qu'il ne fait pas n'importe quoi. Et tout l'enjeu, c'est aussi de suivre justement les bonnes pratiques des entreprises pour créer ce qui fait justement un standard de qualité du bon fonctionnement de ces instances de gouvernance très, très nouvelles.
Un dernier point, Alain. En France, le modèle a suscité et continue à susciter de très nombreux débats. Qu'est-ce que cela contribue à changer dans la représentation de l'entreprise et dans quel type de cercle? Et qu'en est-il dans les autres pays? Alors, c'est vrai que ce que j'apprécie beaucoup dans le message là, de Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, cette idée d'irréversibilité, elle est en fait très importante parce que c'est évidemment pas nouveau qu'il y ait un débat sur le rôle des entreprises dans la société. Simplement, là, ce que fait la loi Pacte, en permettant aux entreprises de définir juridiquement qu'elles ont une mission, c'est en quelque sorte quitter le débat uniquement de doctrine. C'est-à-dire que d'un seul coup, le droit vient en quelque sorte définitivement casser l'idée que l'entreprise ne peut avoir comme rôle que de maximiser son profit. Donc c'est ça qui est irréversible. Et du coup, ça va, je dirais, bouleverser la manière dont on se représente ce qu'est l'entreprise, et du coup, ça va aussi changer la manière dont on doit l'enseigner. Et donc notamment depuis les formations, je ne sais pas, depuis le lycée jusqu'aux formations aux exécutifs, en MBA, etc., ça va transformer la manière dont on parle de l'entreprise. Au niveau international, ce qui est intéressant en tant que chercheur, c'est de voir comment cette innovation juridique, elle va rebattre les cartes des réponses classiques sur la responsabilité de l'entreprise. Donc c'est par exemple un réseau de chercheurs sur l'innovation responsable à l'échelle européenne qui identifie cette entreprise à mission comme une nouvelle voie de réponse justement pour favoriser l'innovation responsable des entreprises. C'est les cours de Harvard ou de Stanford qui vont mobiliser la mission comme un levier de renouvellement du capitalisme. C'est l'université d'Oxford qui va lancer un programme The Future of the Corporation qui va mobiliser justement l'engagement dans la mission comme étant une des clés de l'engagement de l'entreprise de demain. Mais c'est aussi des secteurs de l'économie. En Californie, par exemple, le secteur des clean tech a joué un rôle très important pour l'adoption d'une des nouvelles formes juridiques. Donc, ça bouge sur tous les secteurs au niveau international et la mission devient une force de cohésion, de rassemblement de ce que pourrait être cette nouvelle figure de la gouvernance responsable. Mais aujourd'hui, on n'a pas de modèle commun et finalement, quand on partage, on a eu l'occasion en Californie d'échanger avec à la fois des entrepreneurs mais aussi des juristes qui étaient à l'origine des formes et par exemple, ils ont reconnu quel était l'intérêt d'avoir un comité de mission justement pour les aider à continuer à développer leur mission. Donc on voit que les réponses apportées par le modèle de société à mission pourraient être des leviers dans plusieurs pays pour répondre aux attentes sociales d'aujourd'hui. Et du coup, ce serait utile de réfléchir à ce que pourrait être un modèle d'entreprise à mission qui dépasse le cadre uniquement franco-français. Merci pour ce tour du monde et ce tour d'Europe. Il est temps maintenant de prendre vos questions si vous en avez avant de passer à la séquence suivante. N'hésitez pas, même si on a commencé avec un petit peu de retard. On va prendre quelques minutes. Il y a une question ici. Est-ce que, à ce stade, on a suffisamment de recul pour voir si les entreprises à mission ont fait évoluer leur stratégie? C'est-à-dire que voilà, est-ce qu'on sait déjà si l'adoption de ces statuts a eu une influence sur l'inflexion de la stratégie des entreprises? Alors c'est une question forcément délicate. Il est clair que, comme je le disais dans mon topo, il y a des entreprises mission native, donc qui ont été créées vraiment fondamentalement pour servir une mission. Et donc la mission devient, notamment à travers toute la déclinaison, les outils que permet de mettre en place la mission, elle devient en quelque sorte un outil de pilotage de l'entreprise qui vient donner une espèce de chapeau et un sens à l'ensemble. Mais on a aujourd'hui, quand on a des échanges avec les dirigeants, notamment dans le cadre des groupes de travail de la communauté par exemple, on commence à avoir de plus en plus de dirigeants qui donnent des exemples de décisions qu'ils ont prises pour lesquelles ils ont utilisé la mission à un moment donné dans leur raisonnement comme une espèce de boussole, pour reprendre une image qu'on aime bien prendre, en se disant, sur certaines décisions difficiles, se référer à la mission permet de prendre la décision et de créer un consensus autour de la décision prise. On a également des témoignages d'entreprises qui ont réussi à, d'une certaine manière, mettre en œuvre à l'intérieur même de l'entreprise tout un mode de pilotage qui est complètement imprégné ou dont la logique est vraiment inspirée par l'ambition de décliner la mission. Et d'une certaine manière, les entreprises qui ont vraiment réussi finalement à servir de la mission pour piloter leur stratégie plus largement, à la limite, n'arrivent plus à la raconter puisque quelque part la mission, ça n'est plus quelque chose d'autre à côté qui nous a aidé à orienter, c'est devenu
d'une certaine manière la façon même dont vit l'entreprise. Et c'est cette mutation que petit à petit on arrive à voir, et en tout cas dont témoignent de plus en plus de dirigeants. Peut-être pour compléter juste de tout petits mots, c'est vrai que c'est difficile d'avoir une vision statistique pour l'instant. C'est l'un des rôles justement de l'Observatoire qui a été cité tout à l'heure, de commencer à avoir une image plus objective de cette chose-là. Et pour aller dans le même sens qu'Alain, des témoignages qui montrent d'une part que ça révise l'identité pour beaucoup des parties prenantes de l'entreprise. Se définir une mission, c'est en fait se pousser à réfléchir à qui l'on est, et donc de ce point de vue-là, de transformer la manière dont on envisage les actions qu'on mène au sein de l'entreprise. Et la deuxième chose, c'est la performance. Ça change la manière dont on mesure la performance. Donc, de fait, ça a un effet sur la manière dont les stratégies elles-mêmes sont déclinées. Voilà, tout à fait simplement. Merci pour cette question. Kevin, j'ai juste une question, je m'adresse aux chercheurs. Dans les débats, il y a les débats sur le rôle de l'entreprise. Celui qui intervient, c'est un peu la séparation des responsabilités entre ce qui relève de l'entreprise, ce qui relève des collectivités, ce qui relève de l'État, avec cette notion de dire est-ce que de confier à l'entreprise une responsabilité non seulement économique mais aussi sociale et sociétale, ça fait sens par rapport aux autres parties prenantes. Du point de vue de la recherche, tu réponds quoi à ce type d'objection? Alors c'est une question extrêmement importante. Il faudrait probablement plusieurs heures pour la traiter entièrement, mais de la manière la plus simple, ça consiste à dire en fait voir l'entreprise comme un agent purement économique. C'est une lunette en fait très tronquée et très trompeuse de ce que c'est que l'entreprise. En réalité, beaucoup de travaux qui ont été menés notamment au Collège des Bernardins depuis plus de 10 ans montrent que l'entreprise, c'est avant tout une force de transformation de la société. La manière aujourd'hui dont on s'habille, la manière dont on communique, dont on se soigne, etc., la manière dont vous êtes tous venus ici, dépend à un moment ou à un autre de la capacité d'innovation d'une ou plusieurs entreprises. Donc l'idée que l'entreprise, on doive séparer sa responsabilité économique de son rôle dans la société, n'a en réalité aucun sens. Donc, si on part de ce postulat, il vaut mieux reconnaître que l'entreprise a un rôle effectivement social et de transformation, et donc aider l'entreprise à exprimer quels sont les engagements qu'elle prend vis-à-vis de la transformation de cette société. Et c'est tout l'enjeu de la mission que de faire cette chose-là, que justement d'aider l'entreprise à dire voilà quelle est la représentation du futur à laquelle je veux travailler, plutôt que de dire que voilà, le rôle économique que je me donne suffit à me décrire entièrement. Donc voilà ce que la recherche répondrait aujourd'hui sur ce sujet. Oui, bonjour. Je représente une ETI qui est passée il y a quelques mois entreprise à mission. Alors ma question est peut-être un peu prématurée, mais est-ce que vous avez mené des travaux ou est-ce que vous avez des choses à nous partager sur comment je fais évoluer mon dialogue social avec ce nouveau statut et notamment avec les représentants du personnel? Alors, c'est une excellente question, et la réponse est en dehors du fait que, comme vous le savez certainement, la CFDT a publié un rapport extrêmement intéressant qui traite de ce sujet, et nous, très modestement, au sein de la communauté, on a l'ambition de lancer un groupe de travail sur ce thème début 2022, donc pour précisément aborder ce sujet, tant d'ailleurs avec les syndicats qu'aussi les collectifs de salariés qui émergent depuis quelques mois, qui notamment se prennent position sur le sujet de la société à mission. Et donc, réponse à votre question, disons de manière réaliste, dans 9 mois ou dans 1 an. Enfin, en tout cas, c'est évidemment un sujet passionnant qu'on va essayer d'aborder en échangeant ça. Bienvenue dans le groupe de travail d'ailleurs, si ça vous intéresse. Est-ce qu'on a... Oui, vous avez, dans le tour du monde que vous avez fait et de le tour d'Europe, je n'ai entendu que l'Italie. On a souvent mis en avant le modèle rhénan, le modèle allemand. Ils sont restés coincés sur ce modèle. Ils n'ont pas eux avancé dans la même direction que nous. Alors, ils ne sont pas coincés dans le modèle rhénan parce que précisément en ce moment, il y a des juristes en Allemagne qui proposent justement une évolution du droit des sociétés qui s'inspire notamment d'une partie de ce qui a été fait en France. Alors en partie sur la mission. Aujourd'hui, on aimerait travailler avec eux un peu plus sur cet aspect-là. Une autre partie plutôt sur la question du devoir de vigilance. Il nous semble que justement la discussion qu'on a avec nos collègues en Allemagne, c'est sur la complémentarité des deux, une complémentarité notamment entre le modèle de codétermination qui est très présent en Allemagne et le fait que se définir une mission fournit un cadre de cohésion qui rassemble la manière dont on parle de ce que fait l'entreprise
avec toutes les parties prenantes et qui d'ailleurs parle aussi de l'engagement de l'entreprise sur la société au-delà des apporteurs de capitaux et des salariés. Donc nous, l'Allemagne n'est pas coincée, mais c'est en dynamique et je pense que c'est évidemment un des sujets très importants de ce congrès européen et pour faire une forme européenne d'entreprise à mission qui ait du sens. Vous avez d'ailleurs commencé à l'aborder en disant qu'il ne fallait pas se concentrer uniquement sur les aspects de vérification, de la fiabilité des données. Alors, je pense qu'il y a un enjeu clé là-dessus par rapport à ce qu'on a pu connaître, par exemple, sur les DPEF, qui vont aussi intervenir à OTI et qui ont parfois, dans l'approche a parfois été critiquée. Je me souviens de certains directeurs RSE disant on ne fait plus de RSE, on fait de la comptabilité. Donc, comment voyez-vous le rôle de l'OTI sans peut-être qu'il aille jusqu'à répondre à la demande d'amour de Emery Jacquia? On est des gens beaucoup trop ternes pour ça, donc on sera à quelques niveaux en dessous. Mais néanmoins, je pense qu'il faut aller au-delà de la simple vérification de la fiabilité des indicateurs et effectivement répondre à est-ce que les objectifs statutaires, est-ce que le comité de mission, est-ce que les moyens qui ont été mis permettent réellement de remplir, d'atteindre les objectifs constitutifs de la mission? Alors je ne sais pas finalement quelle est la question en termes de ce... Si ce n'est simplement pour dire qu'effectivement... la particularité de la vérification dans le cadre de la société à mission, c'est la spécificité, la singularité de la mission. Là où dans des missions traditionnelles de vérification, on peut s'appuyer sur des référentiels standards, et là évidemment on ne veut pas le faire. Et donc la réflexion actuelle pousse à ce que l'appréhension de cette particularité, de cette singularité, elle soit particulièrement portée, supportée, assumée par le comité de mission qui a normalement, qui a été constitué normalement avec les compétences nécessaires pour le faire. Et donc, on s'achemine de plus en plus vers une idée selon laquelle l'OTI, la première des choses qu'il devrait vérifier, qu'il devra vérifier, c'est déjà s'assurer que le comité de mission, à la fois par sa constitution, par son engagement et par la nature de ses travaux, a rempli le rôle que je viens de décrire. Et donc, on peut partir de l'idée que si cette étape-là est franchie, une bonne partie du travail de vérification aura été fait et il y aura ensuite à compléter en s'assurant que tout ça est pour pouvoir témoigner que tout ça est réel, authentique, sincère, fiable, tout ce qu'on voudra. Mais une fois encore, c'est fondamentalement pour tenir compte de la singularité de la mission, le meilleur moyen, c'est quand même de s'appuyer sur la richesse qu'apporte le comité de mission, avec, comme je l'évoquais tout à l'heure, la complexité que ça supporte pour le travail du comité de mission, qui n'est pas si facile.